Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler ensemble de couple et de sexualité. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous laisse rentrer au fur et à mesure, comme toujours. Le professionnel qui sera en live avec nous aujourd'hui, c'est Christophe Niot. Donc, je vous laisse le petit nom et le lien du professionnel donc, qui sera en live avec nous. Je vais vous laisser rentrer au fur et à mesure. Donc, je vous rappelle que vous êtes en direct sur psychologue.net. Je suis Charlotte Ferrari. Aujourd'hui, on va parler ensemble de couple et de sexualité sous un autre format qu'on a fait assez rarement, c'est vrai, ce qui s'appelle la foire aux questions. Alors, les foires aux questions, c'est quoi? N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez sur le couple, sur la sexualité, soit directement, donc vous savez, en commentaire, soit directement via le widget question qui est juste en dessous. Voilà, ici. C'est plus simple pour moi via le widget. Et également, donc, il y avait la story où vous avez déjà mis pas mal de questions pour Christophe. Et donc, des questions auxquelles il va nous répondre très prochainement. Voilà, je les vois, c'est parfait. Ouais. Bonjour Christophe, bienvenue. Bonjour Charlotte. Merci d'avoir accepté de faire ce live sous forme de foire aux questions. Donc j'espère qu'il va y avoir beaucoup de questions, mais Christophe, ne t'inquiète pas, j'ai vu qu'il y en avait déjà beaucoup, donc il y en aura assez. Christophe, comme avant tout live, je vais te demander de te présenter s'il te plaît aux utilisateurs et utilisatrices. Eh bien moi c'est donc Christophe Niot, je suis donc sur la plateforme psychologue.net en tant que thérapeute de couple et sexothérapeute. Et puis, j'aide les personnes qui ont des difficultés avec soit leur sexualité, soit les comportements au niveau du couple, soit l'entente dans le couple. Ça arrive assez fréquemment, malheureusement. Et puis, donc, je les aide à améliorer leur vie commune et prendre plus de plaisir dans la vie. D'accord, super. Merci Christophe. Alors, je vous rappelle à tous les règles du jeu. Finalement, vous pouvez poser toutes vos questions en ligne directement même maintenant, soit via le widget, soit via les petits commentaires. Donc, n'hésitez pas. Et on va tout de suite donc commencer avec déjà les questions en story. Alors, Christophe, on a une première question. Un homme peut-il être mal dans sa peau, culpabilisé au point de ne plus désirer? Pourquoi déjà un homme? C'est-à-dire que n'importe quel être humain peut un jour culpabiliser et manquer de désir pour d'autres personnes. Après, l'important, c'est pas tellement le fait, c'est de savoir pourquoi ça arrive. Et là, en général, il faut aller creuser un petit peu plus. Et c'est là tout l'intérêt justement des thérapies qui sont proposées sur Psychologue pour essayer de creuser un petit peu ce qui se passe chez cette personne et puis voir au-delà en général de l'apparence, parce que souvent c'est des choses qui sont un petit peu enfouies et refoulées, et puis trouver des solutions pour réussir à parvenir à surmonter ces difficultés. D'accord. Merci Christophe. Alors, comment être équilibré dans un couple quand la femme est frigide et l'homme chaud lapin? Merci. D'accord. Alors ça peut être assez compliqué. Donc déjà, la frigidité, il faut faire un diagnostic clinique pour savoir si c'est une frigidité avérée ou, je dirais plutôt, un défaut des bonnes perceptions, en tout cas. Quant au chaud lapin, après, ça c'est un autre débat, mais quelque part, lui, on va dire qu'il est, entre guillemets, un peu normal, peut-être avec une sexualité exacerbée, mais le problème vient pas trop de lui en général, mais plutôt de la personne en étant... Mais il faut le comprendre, hein, quand vous aimez pas un plat que vous mangez dans un restaurant, vous en reprenez pas une deuxième part. Donc, dans la sexualité, malheureusement, c'est un peu la même chose. Si on trouve pas de plaisir à avoir des relations, je dirais, intimes, malheureusement, on a plus de mal à vouloir se donner à l'autre, hein, quelque part. Donc déjà, première chose à faire, c'est faire un état clinique de la frigidité prétendue de la personne, et puis déjà voir, parce que le chaud lapin peut-être ne sait pas s'y prendre avec sa partenaire, ça peut être ça aussi, il ne sait pas lui donner le plaisir nécessaire pour qu'elle ait envie d'avoir des relations intimes un peu plus fréquentes. Donc les problèmes peuvent être des deux côtés. D'accord. Merci Christophe. Alors, on va regarder une autre question qui était en story. Alors, pour une bonne santé, combien de fois pourrions-nous faire l'amour?
Alors Une là, sacrée question. ouais, mais il y a pas il y a pas de chiffre en fait. Alors, il y a des moyennes, hein, il existe des moyennes, on estime. Alors, le pire, c'est que ça change avec les tranches d'âge, hein. Tu vois que les jeunes sont un peu plus dans l'action que les personnes un peu plus âgées, mais il faut pas croire que les personnes âgées ne font plus. C'est une mauvaise image qu'on nous a C'est vrai. véhiculée. Et donc la moyenne en France, c'est à peu près entre 2 et 3 rapports par semaine. D'accord. Mais c'est une moyenne, ce qui veut absolument rien dire, hein, puisque donc il y a des personnes qui vont peut-être le faire plusieurs fois par jour, et puis d'autres qui vont le faire peut-être une fois dans l'année. L'important, l'important, et c'est surtout ça que je voudrais que les gens retiennent, c'est qu'il faut être satisfait et pleinement content en fait des relations que l'on a avec l'autre. Et si tout le monde est content dans le couple, bah, il n'y a pas besoin de changer ses habitudes. Enfin, en tout cas, faut les maintenir. Mais il n'y a pas forcément, c'est pas une course, je Oui. dirais, à la fréquence des rapports, mais c'est plutôt une course au plaisir et au ressenti que l'on a avec son ou sa partenaire. D'accord. Intéressante. Alors, il y a Remède psychologique qui nous dit en ligne comment faire quand on ressent plus l'envie d'avoir un rapport avec son conjoint? Comment expliquer les choses à l'autre? Et oui, ça peut ne pas être évident, en effet. Alors, ça arrive, effectivement. Alors, ça rejoint un petit peu la question précédente, peut y avoir aussi une question de plaisir et de ressenti dans les relations. Par exemple, si le rapport fait mal, à un moment donné, on peut très bien ne plus avoir envie d'avoir mal et donc ne plus avoir envie d'avoir des rapports sexuels. Après, il faut aussi voir que souvent aussi, c'est un petit peu comme les baisers, euh, c'est un indicateur aussi souvent de l'état du couple. Alors, c'est pas forcément le seul, hein, mais en tout cas, ça peut donner des indications sur, je dirais, les liens qui existent encore dans le couple. Donc, il faut quand même faut s'y intéresser, et puis il faut essayer de comprendre pourquoi. Et là, toujours pareil, hein, voilà, c'est compliqué de répondre pour tout le monde, mais en tout cas, je pense que ça vaut le coup d'investiguer. Alors, ça peut être par de la thérapie de couple, puisque ça permet justement aux deux partenaires d'échanger avec un thérapeute, donc, tel que je le pratique en tout cas, chacun de leur côté dans un premier temps, et puis après un échange commun ensemble, et ça peut apporter des solutions. Sinon, ça peut être aussi des thérapies individuelles quand je dirais le problème est plutôt personnel et un peu plus profond. D'accord. Là, la personne, elle nous dit comment expliquer les choses à l'autre. Alors, comment l'expliquer? Ben, par le dialogue. Et malheureusement, c'est aussi quelque chose qu'on n'apprend pas vraiment à communiquer en couple. C'est très souvent que je rencontre des problématiques de couple parce que les gens ont du mal à communiquer ensemble. Parce que Euh, j'imagine qu'ici, finalement, il y a une certaine honte de la personne, non? De culpabilité? Tout à fait, bah c'est exactement ça, c'est la peur. On a la peur aussi de la réaction de l'autre, on a peur aussi quelque part de perdre son partenaire hein, ou sa partenaire. Donc il y a tout ça qui se mêle. Donc bon, il faut quand même avoir une certaine honnêteté, c'est le principe quand même en couple, hein, c'est important. Mais il va falloir savoir l'expliquer, je dirais avec des mots qui viennent de soi plutôt, sans accuser forcément non plus l'autre, donc être plutôt dans la bienveillance, etc. Et puis de toute façon, je pense que l'honnêteté prime sur la retenue. D'accord. Alors, on a aussi une question d'Elo qui nous dit comment faire lorsque les complexes et la pudeur prennent le dessus? Alors, je crois que tout le monde est un peu pudique à un moment donné dans sa vie. Alors, il y a des personnes qui la perdent assez vite, il y en a qui la gardent toute leur vie. C'est un problème, enfin, c'est un problème. C'est une démarche intime que l'on a plus ou moins tous. Et puis, on peut très bien être pudique pour certaines choses et puis complètement impudique pour d'autres, sans raison apparente en tout cas. Comment est-ce que l'on peut faire? Eh bien, en y allant pas à pas. Alors, je l'explique souvent à mes patients, c'est qu'en fait, quand on veut monter d'un étage, en fait, hein, dans une maison, dans un immeuble, on fait pas un bond du premier au deuxième. On prend marche par marche et on avance petit à petit. Et je pense que là, c'est exactement la même chose. C'est se lancer des tout petits challenges en disant, bah voilà, je sais que je vais avoir peur de cet instant.
ma pudeur m'empêche d'aller plus loin, ben aujourd'hui, je vais essayer de faire juste un petit pas en plus. Et puis on va se rendre compte que finalement, ce petit pas, on l'a fait. Donc on a franchi un premier obstacle, et puis au fur et à mesure, on va pouvoir franchir d'autres obstacles de plus en plus challengeants, quelque part, hein, voire de plus en plus difficiles pour soi. Mais quand on regardera en arrière, on s'apercevra que finalement, ce qu'on se pensait incapable au départ, eh bien, on y arrive totalement. D'accord. Merci Christophe pour ces conseils. Alors, j'ai regardé dans la story, j'essaye de faire un mix entre les deux. Bah justement, une question qui revient sur ce qu'on a déjà un peu parlé, mais comment surmonter la peur de beaucoup communiquer sur ce que l'on ressent? En fait, on a toujours peur en fait du jugement de l'autre. Ça, c'est une grosse problématique, c'est qu'on se fait des films et on fantasme dans sa tête sur ce que l'autre peut penser, sur ce que l'autre va nous dire, comment l'autre va réagir, et on va se faire des films dingues pour souvent, la plupart du temps même en général, euh, des choses qui vont jamais se passer. C'est-à-dire qu'on va imaginer l'impossible, il va nous juger, il va penser que, ou elle va penser, etc. Mais la plupart du temps, en fait, il se passe pas du tout ça. Donc, en fait, c'est la peur, le blocage et la peur que l'on a de la réaction de l'autre qu'on s'est imaginé qui nous bloque. Et c'est assez compliqué, finalement, de se dire, le problème vient de moi. Parce qu'on a toujours l'impression que le problème vient des autres et que c'est les autres qui sont dans le jugement, alors qu'en fait, c'est moi qui me juge moi-même et qui me fait des idées par rapport à ce que mes propres peurs, hein, finalement. Donc c'est plutôt en travaillant sur cet aspect-là qu'on va arriver à se dépasser et à arriver à avancer petit à petit. Et c'est toujours pareil, hein, on passe pas du mode je suis un petit peu coincé par mes peurs au mode ça y est, je suis complètement libéré. Ça se fait vraiment progressivement en travaillant. D'accord. On a une question. J'avais vu le couple. À voir si je remonte. Ah non. Brigitte qui nous dit: je repousse toujours l'acte sans raison, malgré mon envie. Je le sublime trop, peut-être. Ou pas, parce que après, enfin bon, là c'est un peu compliqué faudra investiguer un petit peu plus. Alors, elle en a envie, donc elle se bloque pour une raison quelconque, hein, donc elle va se limiter, ce qui est toujours un peu dommage, surtout quand l'envie est présente. Mais c'est qu'il y a certainement une raison profonde, soit qu'elle s'interdit de penser, soit qui est inconsciente en fait, hein, qui lui fait dire que globalement, euh, il y a quelque chose qui cloche quand même dans sa réflexion et dans son envie. Donc, pour aller de l'avant, c'est toujours un petit peu pareil. Il faut essayer déjà de comprendre pourquoi, et puis après d'avancer toujours pas à pas. Et c'est toujours des choses qu'on fait en général en consultation, hein, c'est-à-dire qu'on va déjà aller chercher un petit peu le pourquoi des choses, pour après trouver des techniques ou des méthodes pour avancer et réussir à passer au-delà de la problématique. D'accord. On a Antea, voilà. Donc j'avais dit, il y avait une problématique de couple. Antea qui nous dit: lorsqu'un couple dépasse l'étape de la violence après un mois de rupture, est-ce qu'il y a possibilité que les choses se calment ou cela risque d'empirer? Alors déjà la violence, alors quelle que soit la violence, hein, physique ou même morale, c'est assez compliqué, et en général, je recommande de plutôt fuir un couple où la violence s'est installée, parce que globalement, c'est assez compliqué de réussir à revenir en arrière quand il y a déjà un passé assez lourd entre les deux partenaires. Bon là, l'internaute nous dit que a priori ça va mieux, mais on le dit souvent, hein, chasser le naturel, il revient au galop. Donc il se peut qu'à un moment donné, aujourd'hui, les choses se soient un peu apaisées, mais qui nous dit pas que demain, un des deux partenaires va craquer et puis se remettre dans une violence, alors qu'elle soit, que je le répète, physique ou morale ou même verbale. C'est pas réellement acceptable dans un couple. D'accord. Alors, je regarde les questions story.
Qu'est-ce qu'une bonne hygiène des parties intimes féminines? Alors déjà, oui, alors intime, féminine ou masculine, il y a un besoin d'hygiène, ça c'est indispensable. Par contre, il n'y a pas besoin de trop d'hygiène non plus. Le mieux est l'ennemi du bien, dit-on. Et donc, en général, alors, à part vraiment des dispositions très particulières de certaines femmes, l'eau et un savon pH neutre, type savon de Marseille, est généralement adapté. Alors, il y a des femmes qui sont très sensibles et qui ont besoin, je dirais, de lotions encore plus douces. Donc un pH hyper, enfin vraiment neutre au possible et sans additifs et rien du tout. Mais globalement, ça suffit. La toilette doit se faire de façon externe sur la vulve et non pénétrante dans le vagin surtout. Puisque le vagin comporte une flore qui est nécessaire pour son bon fonctionnement et qu'il ne faut surtout pas détruire. Pour les hommes, alors je vais en parler comme ça directement des hommes, on va aussi y aller. Donc pour les hommes, c'est un petit peu pareil, hein, c'est un lavage au savon, ça suffit largement. Pour les gens qui ont encore un prépuce, il suffit de bien décaloter en fait le gland, de nettoyer autour et puis de bien rincer abondamment à l'eau. Alors là, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, pour ne pas laisser de traces de savon qui pourraient être irritants. D'accord. Merci Christophe pour ces bons conseils. Alors, on a d'autres questions. Alors, changer une habitude ou une éducation qu'on a reçue au profit de son couple constitue-t-il un oubli de soi? Oula. Alors, changer une habitude ou une éducation qu'on a reçue au profit de son couple... ça peut être une évolution, puisque alors, tout dépend en fait, hein, bien sûr, de cette éducation-là en couple. Soit on a senti qu'elle a été imposée, et là effectivement on peut se dire mince, quelque part je me déçois de l'avoir acceptée, donc c'est un peu contraint, et donc là c'est peut-être pas forcément une bonne chose. Je rappelle quand même qu'en couple, on est deux, donc chacun dans le couple doit faire des efforts. C'est-à-dire que c'est pas à l'un de faire des efforts et de forcément accepter tout de l'autre, et inversement. Donc là, je dirais que si quelqu'un avait une certaine habitude, l'autre une autre, et a voulu imposer une habitude de l'un ou de l'autre, faut voir. Enfin, après, je suis désolé, j'ai le téléphone chez moi qui sonne. On va faire abstraction, je vous prie de m'excuser. Et donc, ça m'a un peu troublé. Plus un compromis, ouais, si oui, vraiment on sent que... Alors on peut essayer de le faire, c'est-à-dire qu'après c'est un compromis, c'est toujours ce que je dis, c'est un compromis. On peut aussi faire plaisir, on peut très bien se dire bon ok, ça je vais le faire parce que je sais que c'est important pour lui et puis moi de toute façon ça impacte peu finalement, je dirais mon idéologie globale. J'ai envie de lui faire plaisir, et je vais le faire. Par contre, si on va à l'encontre de ses propres convictions, etc., ça va devenir compliqué. C'est un petit peu ce que je disais dans la question précédente. Les mauvaises habitudes risquent de revenir assez vite et de se retrouver globalement avec des problématiques, puisque pour l'un des partenaires, je dirais le contrat avait été signé en disant bah voilà, ok, tu as voulu changer ton habitude, on l'a fait ensemble. Et puis finalement, au bout d'un certain temps, on voit que l'habitude, elle a un petit peu pris la tangente. Et puis, ouais, exactement. Et donc là, on peut se dire, bah, je me sens un peu trahi. Il m'avait dit que, ou elle m'avait dit que, et puis finalement, ça ne se fait pas. Voilà. Donc, je pense qu'il faut plutôt y aller par conviction, le faire par conviction, ou par... Enfin, en tout cas, il faut être d'accord avec le fait de vouloir changer comme ça une habitude qui n'est pas la sienne. Ouais. D'accord. Alors, il y avait d'autres questions encore en story. Le désert sexuel, quand on emménage avec la personne, comment l'expliquer? Qu'est-ce qu'on entend par désert sexuel déjà? Bon, j'imagine que c'est le manque de rapport, mais c'est pas forcément lié à l'emménagement. Enfin, a priori, il n'y a aucune raison. Hein. D'ailleurs, souvent les couples qui emménagent, c'est
par la suite, ils ont des enfants, donc il n'y a pas complètement un désert sexuel. Ouais. Ce qui peut arriver par contre, c'est qu'une fois qu'on est ensemble, en tout cas quand on n'est pas ensemble, souvent on se voit et c'est pour les meilleurs moments de la vie. C'est-à-dire qu'on va aller faire une balade, on prend un resto, on va au ciné, etc. Par contre, quand on vit ensemble, on va vivre H24 ensemble et là, on va se retrouver avec les bons moments, mais aussi les mauvais. On va se retrouver avec la fatigue, avec les affres du quotidien, le métro, boulot, dodo. Hein, donc une fois qu'on est un peu fatigué le soir, on n'a pas forcément envie de batifoler. Après une grosse journée de travail, le mal de tête, enfin il y a tout ça. Il y a les tâches ménagères qu'il faut faire, je Ouais. dirais. Et ça, c'est aussi des fois des sources de conflits dans le couple. Le nerf de la guerre. Et ouais, enfin, nerf de la guerre, je sais pas, mais en tout cas, il faut que ce soit partagé de façon, C'est vrai. en tout cas, que les deux membres du couple soient d'accord sur le partage. Sinon, ça crée des griefs à un moment donné. Ça va engendrer une problématique. Et donc, moi, je dirais qu'il y a aucune, pour moi, il y a aucune obligation à ce qu'il y ait des problématiques, en tout cas sexuelles, au niveau de l'emménagement. Il faut simplement se dire que effectivement, ça ne sera plus comme avant. C'est-à-dire que quand on se voyait épisodiquement, peut-être qu'on pensait qu'à ça et hop, le couple était parti. Par contre, quand on est tout le temps ensemble, ça devient plus compliqué. Alors, pourquoi justement, la personne, elle a décidé de rajouter quelque chose. Ah, Elle vient de nous dire que justement, elle n'a plus aucun rapport depuis l'emménagement il y a 1 an. ah oui, alors là, effectivement, on peut vraiment parler de désert sexuel. Alors, est-ce que c'est de son fait ou est-ce que c'est du fait de son partenaire qui ne l'approche plus? Est-ce qu'elle a fait des efforts de son côté? Est-ce que c'est son partenaire qui fait des efforts? Il y a un petit peu tout ça à creuser et essayer de comprendre. Euh, Est-ce qu'il y a un des deux qui n'éprouve plus de plaisir finalement parce que avant on était dans le jeu de la séduction et puis quand on est ensemble finalement ce jeu de la séduction malheureusement on le perd entre guillemets euh, puisqu'on n'a plus besoin de se prouver quoi que ce soit puisqu'on est déjà ensemble. C'est souvent quelque chose qui tue un peu l'amour dans le couple. Voilà, c'est un petit peu tout ça qu'il va falloir creuser pour essayer de comprendre pourquoi effectivement il n'y a plus ce désir-là. Donc j'imagine que si la question est posée, c'est que la personne était plus en demande que son partenaire. Donc il va falloir essayer de comprendre pourquoi ce partenaire-là est en manque de besoins. Donc je pense que ça peut se faire par le dialogue. Il faut aussi exprimer son ressenti, ses besoins et ses envies. Euh, sans être dans l'accusation, hein, mais en tout cas se dire, voilà, moi j'ai des besoins, mon corps me réclame, ou moi j'ai envie, j'aime te sentir près de moi. Enfin voilà, faut essayer d'exprimer un petit peu son ressenti et puis essayer de comprendre pourquoi la personne en face. Voilà. Parce que là, effectivement, au bout d'un an, après juste un emménagement, c'est un peu délicat. Ouais, donc elle spécifie bien, ouais, mon partenaire ne ressent plus aucune envie. Mais il y a toujours de la D'accord. complicité, ouais. Ouais, mais là, alors, le problème, c'est qu'en fait, vous avez glissé, je dirais, d'un couple amoureux à un couple colocataire, quoi. Hmm. Donc là, on est plus dans une relation, je veux dire, sentimentale d'amitié presque, qu'une relation amoureuse avec deux amants qui se. Alors ça arrive effectivement, hein, c'est pas la première fois que j'ai ce cas-là. Et là, c'est plutôt le partenaire hein, qu'il va falloir voir pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là. Et là, il peut y D'accord, avoir diverses raisons. d'accord. Merci, merci Christophe. Alors, ah, intéressant. Jasmine qui nous dit que faire quand justement on ne sent plus autant d'amour et d'affection envers son ou sa partenaire. Très fréquent, très fréquent. Alors, c'est d'autant plus fréquent que le couple a de l'ancienneté, euh, ce qu'on appelle un peu la routine. Quand les choses commencent à devenir banales, eh ben, on a l'impression qu'on ressent moins d'amour, effectivement, et on a moins de besoin enfin, on a des besoins de montrer que l'autre nous montre de l'affection, mais nous, on a plutôt tendance à oublier de le faire envers ses partenaires. Donc, ce que je recommande, c'est justement de lutter, et presque dès le début de la relation, contre cette routine-là, et mettre en place très régulièrement des choses pour reprendre, en fait, enfin, continuer, en fait, à entretenir le feu de l'amour. Ce que j'explique assez souvent avec le feu, hein, c'est comme une cheminée, il faut remettre du bois de temps en temps, sinon il s'éteint. Avec l'amour, c'est exactement la même chose. Et si à un moment donné, plus personne remet de bois, eh bien, le feu va s'éteindre. Donc là, c'est prendre des rendez-vous réguliers ensemble,
Je pense qu'il faut faire beaucoup de choses ensemble et puis essayer de se rappeler les premiers moments. Pourquoi est-ce qu'on s'est mis ensemble? Qu'est-ce qui nous a fait? Qu'est-ce qui nous plaît chez l'autre? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Et puis essayer de repartir, de séduire de nouveau en fait son partenaire. Je pense que ça c'est une bonne pratique. D'accord. Merci Christophe pour tous ces conseils. Alors, on a une question sex friend, j'ai vu passer. Lady qui nous dit comment faire pour qu'un sex friend devienne mon copain alors qu'il ne m'aime pas. Alors ça, c'est le truc assez fort, c'est qu'en fait malheureusement, les sentiments ne se contrôlent pas. On peut pas forcer quelqu'un à tomber amoureux, on peut pas forcer quelqu'un à ne pas être amoureux. D'ailleurs, c'est un peu la même chose des deux côtés. Vous pouvez lui faire la pire des saloperies. Si une personne vous aime, elle continuera à vous aimer, elle sera complètement braquée sur vous. Et l'inverse, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez être à ses pieds, enfin, ça change rien à son sentiment amoureux. C'est quelque chose qui peut venir, soit subitement, ce qu'on appelle un peu le coup de foudre, soit petit à petit, parce que finalement on se découvre et on se trouve de plus en plus intéressant. Là, dans le cas du sex friend, malheureusement, en fait, c'est un petit peu comme le fait d'être ami avant et puis essayer de devenir ensuite amoureux. Ça ne se fait que si les sentiments sont partagés. Là, visiblement, c'est pas trop le cas. Alors, vous pouvez essayer de lui montrer, vous, ou de lui dire que vous avez dorénavant des sentiments pour lui. Ce qui peut se passer, c'est que la personne vous dise bon bah ok, stop, on arrête là parce que moi, c'était convenu, on n'a pas de sentiments entre nous, c'était juste du sexe. La problématique, c'est que si vous faites rien, ça va rester comme ça. Si vous lui en parlez, ça peut vous pouvez très bien perdre ce partenaire, en tout cas sexuel, mais ça peut être aussi un début, je dirais, de connivence. Et là, par contre, il ne faut plus partager que des relations au lit, mais aller peut-être sortir, faire des restos, etc. Vivre comme les débuts d'un vrai couple, peut-être. Il faut forcément que les deux partenaires soient en phase. D'accord. Merci Christophe. Alors, il y a encore beaucoup de questions qui tombent, mais je pense qu'on va encore en faire 2-3 maximum. Tu vois, Christophe, tu avais peur qu'il n'y ait pas assez de questions. Moi, je te dis, il y en a toujours suffisamment. Alors, il y a BN qui nous dit j'ai l'impression que mon mari est dans le contrôle constant de ses émotions. Il ne les exprime jamais, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et il n'est pas du tout dans la communication. C'est assez compliqué au quotidien. Qu'est-ce que je peux faire? Alors ça, c'est un travers souvent masculin. Je pense très culturel, puisqu'on a appris que l'homme ne devait pas avoir d'émotions, de sentiments, etc. Il doit être brut comme le rocher, dur comme du fer. Et c'est malheureusement quelque chose qui est assez ancré dans nos cultures. Ce qu'on peut faire, je dirais pas grand-chose, en tout cas pas directement. En général, on fonctionne par miroir. Donc si vous arrivez à lui exprimer un peu plus vos sentiments de façon un peu plus régulière, alors faut pas non plus que ça soit excessif, parce que sinon là vous allez le braquer et puis je dirais le saouler un peu, mais plus vous allez réussir à exprimer vos sentiments dans des moments forts et intenses, et plus lui va peut-être aussi se dire je vais de temps en temps aussi me libérer de certaines choses. C'est important, c'est toujours de la communication de couple, on est toujours sur cette problématique-là, et il n'y a pas de solution miracle à part que cette personne, enfin cet homme, ait envie lui de vraiment changer, mais en essayant justement de lui apporter votre ressenti et vos envies. Parce que vous pouvez aussi lui dire, oh, tu sais, j'aimerais bien que tu me dises plus souvent que tu m'aimes, que tu me dises plus souvent que tu aimes quand je suis comme ça, ou quand j'ai fait ça, ou quand, etc. Ça peut l'inciter petit à petit à avancer. Et on en revient toujours à la même chose. Il ne faut pas espérer un changement du jour au lendemain, c'est ça, toujours par étapes, et y aller vraiment petit à petit. Puis c'est comme ça que ça peut avancer. D'accord. Alors, on revient à cette fameuse question qui finalement est posée d'une autre manière. On a Oumi qui nous dit
Est-ce que c'est normal d'avoir tout le temps envie? À partir de quel moment on considère qu'une libido est normale? Alors, c'est quoi la libido déjà? C'est vrai qu'on n'a pas expliqué. Alors, la libido, c'est simplement le désir, c'est un synonyme de désir. En fait, c'est le désir de l'autre, hein, de son autre partenaire, sur le plan plutôt sexuel, enfin en tout cas physique. Donc, parce que on a souvent l'impression qu'une relation sexuelle, c'est, je vais parler avec deux partenaires hétéros, mais c'est souvent une pénétration, et puis alors qu'en fait, on peut très bien estimer qu'une relation entre guillemets sexuelle commence dès les premiers baisers, quand l'intention est derrière, quoi. Donc c'est pas forcément, et puis elle peut s'achever sur simplement des caresses un peu poussées, etc. Il n'y a pas forcément nécessité d'avoir pléthore, je dirais, et puis aller jusqu'à la pénétration, que ça dure des heures. Enfin, je dirais que tout est très relatif. Alors, si vous commencez à être un peu excédé par les assauts de votre partenaire, parce que j'imagine que c'est posé un peu dans ce sens-là, effectivement, il y a des personnes qui ont une très forte poussée libidinale et qui ont des besoins assez forts. Alors, je vais pas. C'est vrai que dans un couple, hein, il faut que les deux partenaires soient d'accord. C'est mieux quand même pour avoir des relations. Et quand l'un des deux est un peu en deçà de ce que l'autre peut lui demander, il faut s'accorder. Hein. Alors peut-être des fois, on va peut-être le faire, je vais pas dire à contre-cœur, mais en tout cas, c'est peut-être pas le meilleur moment. On s'était dit, oh, là, pas trop. Alors parfois, il faut faire plaisir à son partenaire, puis après, il faut aussi comprendre que le partenaire doit aussi se dire, bon bah là, ok, je comprends qu'elle n'en ait pas envie ou qu'il n'en ait pas envie. C'est pas grave, on va passer à autre chose, on va jouer au Monopoly, ou peu importe, mais enfin, c'est surtout ça, de toute façon le couple, hein, c'est qu'une question de compromis tout le temps pour pouvoir réussir à avancer sereinement dans la vie, quoi. D'accord. Merci Christophe. Alors, on va faire une dernière question au vu du temps qui passe. Alors, Allons-y. est-ce que l'incompatibilité sexuelle existe-t-elle vraiment? Alors, je dirais oui, mais l'incompatibilité existe aussi. J'avais fait un article il y a un petit moment là, sur ce sujet-là, sur mon site. Et oui, on peut très bien être totalement compatible, mais également totalement incompatible. Et d'ailleurs, enfin, les personnes qui ont eu de multiples partenaires peuvent en témoigner. Vous avez des personnes avec qui cela se passe beaucoup mieux, que vous vous sentez pleinement en harmonie, et puis d'autres où c'était pas forcément folichon, c'était assez moyen, et puis d'autres où vraiment c'était catastrophique, parce que globalement, les personnes n'ont pas forcément les mêmes attentes. Je vais vous donner deux exemples. Imaginons quelqu'un qui aime avoir, je dirais, pendant les relations sexuelles, des échanges oraux, c'est-à-dire parler beaucoup, hein, que ce soit descriptif, que ce soit des noms donnés, etc. Enfin, peu importe. Et puis que l'autre, justement, au contraire, ce soit sa pire horreur. C'est-à-dire que lui, il faut que ce soit dans le silence absolu. Ouais. Là, ça va mal se passer. Alors que si on est justement très fusionnel avec des aspirations communes, les deux aiment les caresses, les deux aiment, je sais pas, voilà, les baisers, etc., et que tout se passe bien comme ça, on va trouver que la relation se passe merveilleusement bien. Et c'est là qu'on va dire que oui, il y a une compatibilité sexuelle, tout à fait. Mais on peut aussi exactement être à l'inverse. Parce que j'imagine que du coup, il peut y avoir des ajustements aussi dans ces cas-là, mais peut-être que les ajustements ne conviendront jamais parfaitement à l'un et à l'autre. Exactement, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire qu'on peut très bien être avec un partenaire, alors on l'aime, on s'entend très bien sur le plan de la vie en général, et puis ça peut être assez moyen sur le plan sexuel, parce qu'effectivement, on n'est pas sur les mêmes attentes, tout à fait. Mais c'est toujours pareil, l'amour, c'est toujours une question de compromis, c'est assez compliqué de tout avoir. Et c'est aussi pour ça, je rebondis sur une question précédente, hein, sur la routine. Quand on est avec le bon partenaire, que tout va bien, qu'on a des bons sentiments, que les relations intimes sont géniales, etc., faites tout ce que vous pouvez pour rester en couple et que l'amour perdure et qu'il reste. Hein. Parce que j'en vois très souvent qu'après, une fois qu'ils sont... Alors souvent, le pire, c'est le mariage en général. Une fois qu'ils sont mariés, ils ont l'impression que ça y est, tout est réglé, il n'y a plus tellement besoin de s'occuper en fait des sentiments et de l'amour qu'on partage.
Ben, le couple en fait se délite petit à petit et les sentiments s'éparpillent et s'amenuisent. Oui, oui. D'accord. Merci, merci Christophe pour tous les conseils que tu as pu nous donner aujourd'hui, toutes ces questions auxquelles tu as répondu avec brio. Donc Bah, merci, merci beaucoup. bah, Je c'est ne sais moi pas qui. si tu avais, je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, Christophe, sur le sujet du couple, de la sexualité, de ton cabinet. N'hésite pas, c'est ton moment aussi à toi. Alors, bah moi, je vais juste, en tout cas, te remercier, Charlotte, pour cette invitation qui était très, très sympathique. Je Avec grand remercie aussi plaisir. tous les internautes qui ont posé des questions intéressantes et puis parfois un peu compliquées à répondre. Par contre, bah, pour tous ceux que j'ai pu répondre à leurs questions, s'ils ne sont pas totalement satisfaits de la réponse, parce que là, c'est compliqué hein, sur une simple phrase de Bien sûr. répondre de façon précise. Moi, je leur conseille, si ça leur pose vraiment des problèmes dans leur vie affective et même dans leur vie générale, de venir consulter. Donc, soit vous passez sur ma page, soit vous voyez quelqu'un, un de mes collègues, enfin, il n'y a pas que moi hein, sur la place, et puis qui pourra vous aider. Moi, je fais de la thérapie donc en ligne. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est beaucoup plus sympa de rester chez soi, de pas avoir la pression d'aller par exemple dans une salle d'attente avec d'autres personnes qui nous jugent, en nous disant ouh là là, lui il est plus là pourquoi, etc. Donc je préfère que les gens soient dans leur environnement, ils sont plus tranquilles, plus à l'aise et souvent c'est plus facile en tout cas pour communiquer. Voilà. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Christophe. Je te souhaite une très belle journée et merci encore. Merci, au revoir. Merci à Christophe Niot pour ce live sur. Donc, c'était une foire aux questions sur le couple et la sexualité. On en fera davantage des foires aux questions. Je sais que ça vous plaît bien parce que vous pouvez poser vos propres problématiques. Parce que parfois, c'est vrai que un live, ça reste toujours un peu général. Mais voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On en fera d'autres sur d'autres sujets. Merci vraiment pour votre dynamisme, pour échanger avec nous, pour poser toutes vos questions. C'est très précieux ce feedback que vous nous donnez. Sachez que si vous voulez souhaiter revoir ce live, il sera disponible sur IGTV par la suite et aussi en podcast sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes. Donc n'hésitez pas, sur toutes les plateformes finalement. Vous pouvez retrouver ce podcast très prochainement, d'ici 3 semaines, un mois. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lives. Si jamais vous souhaitez consulter Christophe, n'hésitez pas. Il y a le petit lien qui est ici, mais je vous le passe aussi en privé. Si jamais vous souhaitez que c'est plus simple pour vous, n'hésitez pas. Merci de nous avoir suivis. À très vite et une belle journée à tous. Au revoir.